Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans les données brutes d'une étude finlandaise absolument massive. La médecine de genre chez les adolescents, c'est un sujet brûlant en ce moment. On entend un peu tout et son contraire, avec des recommandations médicales qui partent parfois dans des directions diamétralement opposées. Notre but aujourd'hui, couper court au bruit ambiant. On va se concentrer purement et simplement sur ce que les registres de santé à long terme nous disent de manière objective concernant la santé mentale de ces jeunes. Au programme pour cette session, on commence par la question de recherche centrale, puis on décortique cette fameuse étude finlandaise. Ensuite, on regardera les besoins initiaux, les trajectoires post-réassignation, et on finira par les conclusions cliniques de ces chercheurs. Première étape, la question de recherche centrale, le vrai cœur du sujet. Pendant des années, la recherche sur le sujet manquait cruellement de recul, et surtout de groupes de contrôle solides. Du coup, c'était presque impossible de suivre l'évolution réelle de la santé mentale. La question fondamentale qui se pose alors, c'est comment les besoins psychiatriques évoluent-ils vraiment chez les jeunes qui passent par une transition médicale, comparés à ceux qui n'en font pas. On entend très souvent que ces interventions sont purement vitales pour le bien-être psychologique. Eh bien, l'objectif ici, c'est d'aller vérifier ça avec des données concrètes sur le temps long. Deuxième partie, plongeons au cœur de cette base de données finlandaise. Publiée dans la très sérieuse revue médicale Acta Pediatrica, cette étude sort vraiment du lot par son ampleur. On parle de l'analyse des dossiers médicaux de tout un pays sur 23 ans. En Finlande, chaque habitant possède un numéro d'identification unique utilisé partout dans le système de santé. Ce qui veut dire qu'il n'y a quasiment aucune perte de données ou d'abandon en cours de route. C'est une mine d'or absolue pour obtenir une image clinique exhaustive et fiable sur plusieurs décennies. Et pour être absolument certains de leurs résultats, les chercheurs ont mis le paquet sur les points de comparaison. Ils ont minutieusement apparié un peu plus de 2000 adolescents référés pour des questions de genre, avec plus de 16 000 sujets issus de la population générale. L'astuce, c'est qu'ils les ont associés selon l'année de naissance et la commune de résidence. Comme ça, on s'assure de comparer ce qui est comparable et de mesurer les véritables écarts de santé mentale avec une précision chirurgicale. Troisième point, les besoins initiaux. Bref, l'état des lieux au point de départ. Avant même de parler de la moindre intervention médicale, les chiffres montrent un contraste, disons-le, saisissant. Dès le départ, 45,7% des adolescents référés pour des questions de genre avaient des besoins psychiatriques sévères. C'est environ 3 fois plus que le groupe de contrôle qui plafonnait à 15%. Et attention, on ne parle pas de petits coups de blues passagers. Il s'agit de soins psychiatriques spécialisés, ce qui implique des symptômes vraiment lourds ou persistants. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que la situation a énormément évolué. Historiquement, avant 2010, les besoins psychiatriques initiaux tournaient autour de 23,7%. Mais à partir de 2011, une période qui correspond d'ailleurs à une véritable explosion des demandes de consultation, ce chiffre a littéralement doublé pour frôler les 48%. En clair, les cliniques reçoivent des jeunes avec des bagages psychiatriques de plus en plus lourds avant même toute prise en charge liée à l'identité. Quatrième étape, et c'est absolument crucial, les trajectoires de ces jeunes après la réassignation médicale. Alors, que se passe-t-il vraiment 2 ans ou plus après les procédures ? Eh bien, les registres montrent des évolutions inattendues. Pour les individus ayant entamé une réassignation féminisante, le besoin de suivi psychiatrique spécialisé est passé de 9,8% avant l'intervention à un impressionnant 60,7% ensuite. Les chercheurs soulèvent une hypothèse intéressante. Certains traitements hormonaux sont connus pour potentiellement favoriser des symptômes dépressifs, ce qui pourrait partiellement expliquer cette hausse vertigineuse des soins. On observe une tendance tout aussi forte du côté de la réassignation masculinisante. Même si l'apport de testostérone peut donner un effet positif sur l'humeur au début, les besoins en psychiatrie lourde ont tout de même bondi, passant de 21,6% à 54,5% après l'intervention. L'étude évoque l'idée que ces difficultés grandissantes peuvent aussi venir du décalage complexe entre des attentes psychologiques souvent immenses et la réalité de traitements qui ne peuvent pas tout résoudre. Pour blinder totalement leurs conclusions, les chercheurs ont poussé l'analyse plus loin avec des modèles multivariables. En gros, ils ont ajusté mathématiquement les statistiques pour prendre en compte le passé psychiatrique de chaque jeune, histoire de ne pas fausser le résultat. Le constat final, même après cet ajustement, le risque de développer une morbidité psychiatrique sévère reste exceptionnellement élevé. Les jeunes souffrant de dysphorie de genre présentent un risque jusqu'à 6 fois supérieur par rapport aux garçons du groupe de contrôle et plus de 3 fois supérieur par rapport aux filles. Si on met l'idéologie de côté et qu'on s'en tient purement au pourcentage des registres, un fait central et indiscutable s'impose, la réassignation médicale ne résout pas de façon inhérente la morbidité psychiatrique sévère dans ces cohortes de jeunes. Pour un certain nombre d'individus, ces processus médicaux sont même associés à une intensification claire des besoins cliniques en santé mentale. Et enfin, 5e et dernière section, les conclusions cliniques qu'on peut en tirer.
Les auteurs de l'étude tirent des conclusions très pragmatiques pour l'avenir des soins. Étant donné que les difficultés s'intensifient souvent par la suite et qu'une part grandissante de ces adolescents pourrait en réalité exprimer une dysphorie secondaire à d'autres problèmes de santé mentale, l'évaluation psychiatrique approfondie n'est pas juste une option, c'est la clé de voûte. Un accompagnement psychologique solide, régulier et continu est absolument indispensable, quel que soit le parcours médical choisi. L'étude le résume d'ailleurs en une phrase choc. La détresse mentale ne s'évapore pas après des procédures médicales. Quand une transition est envisagée, les données démontrent qu'elle doit impérativement s'adosser à une prise en charge psychiatrique extrêmement rigoureuse pour accompagner la complexité de ces parcours sur la durée. Finalement, cette plongée dans plus de 18 000 parcours de vie laisse en suspens une question fondamentale. Face à cette augmentation spectaculaire des besoins psychologiques, comment l'architecture même de nos systèmes de santé modernes doit-elle être repensée pour vraiment sécuriser et accompagner la jeunesse la plus vulnérable ? C'est le défi majeur que ces données nous lancent aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. À très vite pour continuer à décrypter la science ensemble.